toute notre journée va être rythmée par des focus très ciblés, toujours pour être concret, proche de ce qui se passe sur le terrain, dans les organisations, en matière de sécurité et de santé au travail. Alors si la santé et la protection des femmes et des hommes qui travaillent est au cœur des préoccupations naturelles de tout dirigeant, on l'a encore entendu là, il en va aussi d'un autre enjeu tout aussi essentiel, celui de la responsabilité juridique. Alors c'est le thème de cette deuxième séquence que j'ouvre maintenant et j'invite mon prochain invité, le maître Xavier Yokum, à me rejoindre. On l'encourage, bien sûr. Bonjour maître. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu, ça va ? Oui, ça va bien. Alors, merci de nous consacrer un peu de votre précieux temps. Vous êtes avocat au barreau de Metz. Je tiens à souligner le rôle important que vous avez joué avec le fonds de dotation Merci dans la conception de cette journée. Un grand merci pour la qualité de ce travail partenarial qui témoigne aussi de l'esprit finalement dans lequel se passe notre événement. Maître Yokum, je ne vais pas y aller par quatre chemins. On ne peut le nier, les humains dans leur exercice professionnel sont susceptibles de subir des risques d'altération de leur santé physique ou psychique. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre au sein des organisations pour mieux prévenir les risques humains et juridiques ? Et si vous permettez un ton légèrement souriant, comment est-ce qu'on peut éviter de passer trop souvent chez l'avocat ? Bien, la question que vous posez renvoie au fait que le juriste, dans une journée comme celle-ci, est toujours un peu le père fouettard. C'est celui qui va parler des mauvaises nouvelles, celui qui va parler des sanctions, celui qui va parler des risques, celui qui va tenir des propos pas forcément agréables. Alors je vais essayer de ne pas trop être pesant, malgré ce lancement. De quoi on parle dans une journée comme la nôtre? Et on vient d'entendre 2 témoignages de chefs d'entreprise qui mettent en place des pratiques extrêmement vertueuses. Mais on doit se reporter aussi aux statistiques pour avoir un peu une vue d'ensemble de la problématique et non pas seulement une vue entreprise par entreprise. Ce matin, je regardais une étude faite à l'échelle européenne qui situe un classement des pays européens par rapport au risque d'accidentologie au travail. Et mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour la santé et la sécurité et la prévention française. Et d'où l'objet, je pense, de ce colloque, et d'où l'objet social du Fonds Merci. En Europe, 2019, ces dernières statistiques disponibles, on parle, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, de 3408 accidents mortels au travail. Je parle des accidents mortels au travail. La France totalise 803 accidents sur ces 3000 mortels au travail. Et le deuxième pays, c'est l'Italie. On est à 490. Et les Allemands, qui sont 80 millions, on est 60, totalisent 416 accidents. Donc on voit effectivement qu'il y a un sujet qui est réel et qu'on recoupe dans les statistiques avec les accidents non fatals, où effectivement, on a aussi sur 2018-2019, on n'a pas de statistiques plus fraîches sans doute à cause du Covid, eh bien on a sur ces 2 années aussi la France qui se dégage d'une manière très nette dans les accidents non mortels sur les occurrences. D'où effectivement le sujet de se dire la prévention est quelque chose d'important. La prévention est quelque chose d'important. Alors, comment marche votre... D'accord. Donc, le plan de ma présentation. Je vais essayer d'être synthétique, mais c'est, premièrement, de dire, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La prévention, c'est pas quelque chose d'optionnel au sein des entités, qu'elles soient des entreprises ou qu'elles soient des entités publiques. La prévention, c'est même pas quelque chose qui ressort d'une décision autonome d'une entreprise, d'une collectivité locale de dire on va faire un effort pour la sécurité au travail. C'est une obligation légale. Et c'est ça qui est fondamental d'intégrer. C'est pas quelque chose que l'employeur ou le décideur public peut décider d'apporter comme une option de plus-value sociale ou de plus-value environnementale. C'est un devoir qui est imposé par les textes. Quel texte ? Premier texte, dans ce qu'on peut appeler une forme de hiérarchie des normes, c'est une obligation qui est à l'échelle européenne. On a l'article 3
de la Charte sociale européenne de 1961 qui consacre un droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail. Donc c'est une obligation qui s'impose à l'ensemble des pays de l'Union européenne et qui s'impose bien sûr à l'État français en tant qu'appartenant à cette communauté. Dès lors, on peut imaginer que si la législation nationale était insuffisante sur le sujet, eh bien, nous puissions avoir une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Et qu'est-ce que dit cet article 3 de la Charte sociale européenne ? En vue d'assurer l'exercice effectif. Donc l'exercice effectif, ça veut dire qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et il faut prendre des mesures effectives. Du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les parties s'engagent en consultation avec les organismes d'employeurs et de travailleurs à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de santé et sécurité au travail. Cette politique aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelle et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail. J'ai envie de dire, toute la thématique de notre journée est contenue dans cette définition. Et d'une manière logique, et ça c'est la logique juridique où les normes viennent comme des poupées russes se décliner et s'emboîter les unes dans les autres, et bien d'une manière logique, nous avons le Code du travail français qui vient introduire dans le droit positif tout un corpus et tout un ensemble d'obligations qui sont incontournables parce que si elles sont contournées, elles ont vocation à être sanctionnées par les juges du droit du travail, mais aussi par les juges, et on le verra tout à l'heure, c'est un peu plus délicat dans cette situation, les juges pénaux. Donc, on peut dire que, pour répondre à votre question, que faut-il faire ? Ce qu'on peut dire, c'est que la prévention de la sécurité des salariés, quel que soit leur environnement de travail, qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans le service, qu'on soit dans la restauration, la prévention de la sécurité des salariés au travail est une obligation légale, avec ce que ça implique dans le raisonnement juridique, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'en faire un sujet de négociation au sein de l'entreprise. On peut négocier sur les modalités d'application. On peut négocier sur des dispositifs qui vont améliorer ce qu'exige la loi. Mais il y a un socle minimal qui fait que cette sécurité est une obligation d'ordre public quelque part qui s'impose de l'extérieur aux chefs d'entreprise et qui s'impose de l'extérieur aussi aux partenaires sociaux qui ne peuvent pas accepter de régresser dans l'application effective dans les organisations. Tout ça pour dire qu'effectivement, quand les entreprises mettent en place, comme ça vient de nous être dit d'une manière fort pertinente avant mon intervention, des mesures pour garantir ceci à leurs salariés, elles ne sont pas seulement dans le choix éthique, elles sont aussi dans l'obligation juridique. Et ça, c'est important à intégrer parce que, trop souvent, à l'inverse de ce que nous ont dit nos deux prédécesseurs, nous voyons encore, et on est bien placés, nous, avocats, pour le dire, des situations où, malheureusement, les règles ne sont pas appliquées et où on tombe dans mon article 2 de mon intervention, c'est-à-dire violation de ces obligations égale, et c'est là qu'on est effectivement dans l'aspect père Fouettard, violation de cette obligation égale sanction pénale. Bon, sanction pénale, deux types de sanctions pénales. Sanctions pénales qui sont prévues par le Code du travail. Vous avez tout un corpus dans le Code du travail, et je ne vais pas le décliner parce qu'il faudrait 200 slides. C'est vrai qu'on croule aussi par ailleurs sous la réglementation, mais il y a tout un corpus dans le Code du travail qui impose, même dans des détails très précis, aux employeurs de mettre en place des mesures de prévention
de la santé et la sécurité de leurs salariés par rapport à un certain nombre de grands risques qui sont identifiés. On parlait tout à l'heure des risques environnementaux et du risque chimique qui pouvait s'étendre au-delà de l'entreprise et mettre en œuvre la sécurité publique. Mais effectivement, ce risque d'exposition est prévu par le Code du travail. Et en face de ce risque d'exposition qui est identifié, l'employeur doit mettre en œuvre un certain nombre de mesures. En face du risque de l'amiante, l'employeur doit mettre en œuvre un certain nombre de mesures. En face du risque du travail en hauteur, l'employeur doit mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Si alors même qu'il n'y a pas d'accident, l'employeur ne respecte pas ces mesures, le Code du travail prévoit des sanctions délictuelles spécifiques qui peuvent et qui sont des peines d'amende qui peuvent être multipliées par le nombre de salariés exposés à la situation de danger existante dans l'entreprise. J'en ai encore fait une application hier après-midi, parce que le hasard du calendrier, c'est comme ça. Je plaidais hier après-midi une affaire d'accident du travail avec des blessures graves. C'était une affaire d'exposition à l'amiante couplée à du travail en hauteur. L'employeur n'avait pas respecté le plan d'évacuation amiante. 5 salariés exposés, 5 amendes. Un travail en hauteur sans des équipements de sécurité prévus par le Code du travail, 5 salariés exposés, 5 amendes. Et là, on parle des sanctions spécifiques au Code du travail. En cas d'accident, alors que ce soit un accident léger ou un accident qui ait des conséquences mortelles, on passe dans le droit français dans un autre champ juridique qui est celui du droit pénal général. Et là, on passe dans le champ du droit pénal général et dans ce qu'on appelle les infractions non intentionnelles. Infractions non intentionnelles, blessures non intentionnelles ou homicide non intentionnel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez le slide, mais ça veut dire quoi lorsqu'on passe dans ce champ-là? Ça veut dire très concrètement pour l'employeur des soucis importants. Des soucis importants, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit élu, ou que ce soit les personnes qui, au sein de ces organisations, ont reçu une délégation de pouvoir. Parce qu'on le sait, le chef d'entreprise ou le responsable de collectivité peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant son pouvoir en matière de sécurité et de santé au travail avec la responsabilité qui va avec à un subordonné auquel il formalise une délégation, la personne devant avoir les compétences, les moyens et l'autorité nécessaires pour pouvoir assumer cette responsabilité. Je dis problème important, pourquoi ? Parce que quand il y a un accident comme ça, très concrètement, et on le voit nous dans nos dossiers, vous avez la police, si c'est en zone police, qui débarque dans l'entreprise, ou la gendarmerie. Vous avez l'inspection du travail qui est appelée et qui vient dans l'entreprise et commence une enquête qui peut être longue, qui peut générer des mises en examen, qui peut générer des gardes à vue et qui peut générer un questionnement global dans l'entreprise, au-delà de l'enquête elle-même, parce que l'ensemble des salariés vont être interrogés pour savoir comment, d'une manière habituelle, sont respectées ou pas les normes de sécurité dans l'entreprise. Donc ce risque pénal, si vous voulez, au-delà de l'accident lui-même, il génère un risque organisationnel qui est considérable. Et effectivement, pour un chef d'entreprise qui, et l'infraction dit bien son nom, n'a jamais eu l'intention de mettre un salarié en danger, le fait de se voir éventuellement mis en examen pour une qualification dans lequel figure le mot homicide est quelque chose qui, sur le plan psychologique, est extrêmement difficile à vivre. De l'autre côté, et nous le voyons aussi dans nos cabinets, lorsque des salariés
ne reviennent pas à la maison après une journée de travail, c'est aussi quelque chose évidemment d'inacceptable et d'extrêmement dramatique et d'extrêmement délétère. Voilà en quoi j'avais envie de dire que j'étais père Fouettard tout à l'heure, parce qu'au travers du risque pénal, on arrive à identifier une situation qui est une situation d'échec. Le but de cette journée est de faire en sorte, et j'espère qu'il y en aura d'autres, et le but du Fonds Merci, de son action, c'est de faire en sorte que cette situation de mise en échec dramatique pour les victimes, de mise en échec dramatique pour les responsables, eh bien, soit éludée. Et que le taux d'incidence et les statistiques dont je parlais tout à l'heure, eh bien, soient revus considérablement à la baisse par des actions de prévention. Au-delà du risque pénal, et j'en finirai par là, il y a évidemment corrélé à cela la nécessité, et c'est aussi un risque juridique, la nécessité de prévoir des indemnisations pour les victimes. Et c'est là que le droit de la sécurité sociale consolide les obligations de l'employeur au travers de la faute inexcusable. Je vais donner la définition de la faute inexcusable telle qu'elle résulte de la jurisprudence la plus actuelle de la Cour de cassation. C'est le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Alors, quand on prend conscience du poids des mots et de cette définition de la Cour de cassation, on voit que l'exigence du droit dans son état actuel vis-à-vis des employeurs est énorme. L'employeur est en faute lorsqu'il avait conscience d'un danger. Et ça, on le comprend. On a un danger visible. On en a conscience, on se doit de réagir. Mais, et là, la Cour de cassation va plus loin, aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur. Et là, on est au conditionnel. Ça veut dire que, alors même qu'on n'avait pas présent à l'esprit d'une manière immédiate un danger, les juges, dans leur analyse critique et très rationnelle d'une situation donnée à un moment donné, vont se remettre à la place de l'employeur et se dire, est-ce qu'il a fait le cheminement intellectuel nécessaire pour pouvoir conscientiser une situation de danger qu'il a ignorée parce qu'il n'a pas été assez vigilant, et donc on retient sa responsabilité sur cette absence de conscience d'une situation de danger parce qu'on estime de l'extérieur qu'il n'a pas été assez loin dans sa recherche de connaissances. Donc on voit, c'est quelque chose de très draconien, c'est quelque chose, une définition effectivement qui montre à quel point l'étendue de prévention et l'exigence de prévention est ancrée dans le droit européen, dans le droit national, et que chacun doit en avoir particulièrement conscience. Et je finirai par mon intervention par inciter évidemment l'ensemble des acteurs à cette prévention et à en garder des traces. La traçabilité de la réflexion méthodologique des organisations autour de la sécurité est, en cas de contentieux, un élément essentiel pour pouvoir montrer aux juges qu'à un moment donné, la réflexion éthique et intellectuelle et rationnelle a été menée sur les dangers, et que si un accident arrive, parce qu'on peut pas, le risque zéro n'existe pas, il est du domaine de l'aléa et pas du domaine de la négligence. Voilà, cher monsieur, j'ai fini mon intervention. J'espère ne pas vous avoir été trop long pour votre timing. Vous étiez parfait, merci beaucoup. Bon. C'était clair, complet, utile pour conscientiser tous ces éléments. Merci encore pour tout ce que vous avez apporté dans la construction de cette journée. On se retrouve un petit peu plus tard. Merci beaucoup, maître. Nous sommes partis sur d'excellentes bases. J'espère que vous prenez du plaisir à vivre tous ces témoignages experts. La sécurité et la santé au travail n'aura plus aucun secret pour vous ce soir, j'en suis persuadé.